bonjour à tous. Tout le monde est là, donc on va pouvoir commencer. Déjà, merci d'être sur le stand du Conseil général du Finistère, qui met en avant pour la première fois en public, une des premières fois en public, en tout cas sur une fête, sa nouvelle marque, Tout commence en Finistère. Et puis, on va parler forcément, parler de nautisme, puisque c'est la fête du nautisme, avec une série d'invités. Donc, Jean-Pierre Champion, qui est donc président de la Fédération française de voile. Christian Guyader, chef d'entreprise Guyader Gastronomie. Je vous conseille, ses produits sont très bons. Nathalie Conan, qui est la nouvelle présidente de Nautisme en Finistère. Michel Desjoyaux, marin, on va dire ça comme ça, skipper, marin, chef d'entreprise, beaucoup de casquettes. On verra ça tout à l'heure. Monsieur Lardic, qui est donc l'adjoint du maire de Brest aux événements. Christian Lepape, vous voyez de temps en temps dans les journaux, c'est l'entraîneur, c'est celui qui a monté Pôle Finistère, Finistère Course au Large, et donc il fait aussi partie de la direction départementale de la cohésion sociale. Voilà, ça change beaucoup, donc il m'a demandé de parler. Donc, Patrick Appéré, qui est donc l'adjoint au nautisme de la mairie de Brest, un passionné de nautisme, on le verra tout à l'heure. Voilà. Alors, vous avez constaté qu'il n'y a qu'une femme sur cette table ronde, alors on va commencer par elle, c'est normal. Le milieu du nautisme est très respectueux de la gente féminine, mais il y en a pas encore beaucoup. Alors, Nathalie, bonjour, merci d'être là. Nouvellement présidente de Nautisme en Finistère depuis quelques mois. Tu es présidente parce que, avant tout, tu es conseillère générale de Fouesnant. Fouesnant, pour la forêt, c'est pas très loin. Vous voyez le parallèle, la forêt Fouesnant, la vallée des Fous, etc. Je suis désolé pour les Brestois. Il y a des liens avec les Brestois. Il y a des liens avec les Brestois, on va en parler. Et donc, c'est un peu la fête du nautisme, là. Alors, en tant que présidente, ça fait 2 jours que tu es sur la fête. C'est quoi la priori, le fait de se balader un petit peu, ça fait quel effet? On voit autant de marins réunis sur un même lieu et autour d'une même passion. D'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, effectivement, Nautisme en Finistère qui est présent sur la fête, dans ce stand Tout commence en Finistère. C'était évident que Nautisme en Finistère devait être présent sur les tonnerres de Brest, parce que c'est l'image de Brest, mais c'est aussi l'image du Finistère. C'est l'image du nautisme, mais c'est surtout l'image de la mer, l'image des marins, la transmission des valeurs maritimes, et puis le patrimoine maritime qui est aussi donc sur cette fête. Alors pour la pratiquer depuis quelques jours maintenant, je trouve que c'est une fête qui mélange les marins et les non-marins, les initiés et les amateurs, ceux qui aiment les vieilles coques et ceux qui aiment les Formule 1 de la mer. Et voilà, c'est une vraie fête maritime, c'est une vraie fête de la mer, à terre comme sur l'eau. Et voilà, donc c'est vrai que je tenais très fortement à être présente ici durant ces quelques jours. Et puis je tenais également à animer cette journée Nautisme en Finistère sur ce stand, et puis de pouvoir être parmi vous cet après-midi pour parler peut-être un peu sérieux, mais pas trop quand même, quoi, parce que c'est la fête. Un peu la fête. On peut. Bon, mais la mer, donc c'est universel? Bah oui. C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des grands, des petits, des costauds, des moins costauds. C'est ça, et c'est vrai que quand on a travaillé, notamment au niveau du Conseil général du Finistère, quand on a travaillé sur le livre bleu qui donne nos orientations stratégiques en termes de nautisme pour les prochaines années, eh bien, ce qui nous paraissait le plus important, c'était cette transmission de valeurs maritimes, c'est-à-dire que voilà, face à la mer, on est tous différents et on est tous égaux. Et on a besoin de la mer pour faire vivre notre département du Finistère, parce que le Finistère sans la mer, c'est pas le Finistère. On en parlera tout à l'heure. Patrick Appéré, donc passionné de nautisme, adjoint au nautisme à la ville de Brest. Ton regard sur... tu es très... on s'est déjà rencontré il y a quelques mois, et tu étais très sensible au fait que la dimension maritime soit populaire et soit ouverte à tous. Et en tant qu'adjoint au nautisme dans la mairie de Brest, c'est un des actes de travail. Je crois que c'est Je crois que c'est un enjeu effectivement relativement fort que la voile soit populaire, et c'est pas seulement
moi qui pense ni la ville de Brest, ni le Finistère, Jean-Pierre Champion, de son côté, du côté de la fédération, fait ce travail-là qui consiste à faire en sorte aujourd'hui que plus que jamais, la voile, ce ne soit pas seulement des marins qui s'en vont, mais c'est aussi une appréciation globale de ce que peut être le maritime, à la fois en termes d'apprentissage de la vie, d'apprentissage des affaires nautiques, et puis en même temps que le public, celui qui se passionne pour ça, puisse le vivre de façon compréhensible et de proximité. Donc je sais que tout le monde regarde ça avec beaucoup d'attention. Jean-Pierre Champion, une réaction de voir autant de gens autour de la voile, hein, même si c'est vieille coque, de la voile de la mer, des bateaux qui sont rassemblés. Il y a aussi bien la petite Yole que le mode 70 de Michel et de ses petits camarades. Ça fait quel effet? Vous débarquez de Paris, là, vous étiez à Paris ce matin, et boum, vous plongez. Paris ce midi. Quelle image? D'abord, quelle image quand on fait le trajet par la mer du Moulin Blanc à ce lieu. On traverse la rade de Brest qui est remplie de voiles, puis qu'on a le privilège de remonter à la fête. C'est tout simplement magnifique, c'est très beau. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Il y a aussi cette dimension de la voile qui est l'esthétisme. Il ne faut pas oublier, est-ce que ça peut transmettre également l'esthétisme qui peut faire partie d'une éthique plus générale. Donc, franchement, c'est beau. Puis moi, ce que je retiens dans ce qu'a dit Patrick, c'est qu'on travaille effectivement tous les jours à ce que la voile soit partagée par le plus grand nombre possible de nos concitoyens. Et pour ça, pour nous, ça, beaucoup de choses commencent à l'école de voile, et à l'école de voile en travaillant avec l'école publique et en essayant, par le biais de l'enseignement tel qu'il est fait au sein de la République française, de transmettre un certain nombre de choses, dont la pratique de la voile, avec ce que ça accompagne, les fameuses valeurs dont on parlait tout à l'heure. Alors maintenant, un autre regard, on a eu ce regard du public, je vais me tourner vers Christian Guyader. Alors Christian Guyader est chef d'entreprise, bon, une entreprise connue qu'on retrouve dans les rayons des grandes surfaces. Guyader Gastronomie, alors effectivement la mer fait partie de votre quotidien, mais il était intéressant que vous soyez là parce que, dans la mesure où tu as été sponsor de bateaux, tu es aussi sponsor d'un grand prix à Douarnenez, et qu'est-ce qui t'intéresse dans le monde de la voile, toi, en tant que chef d'entreprise? Beaucoup de choses. Bonjour à tous d'abord. Beaucoup de choses en fait, parce que quand on est breton, qu'on est en Bretagne, un grand cuisinier a dit ce jardin au-dessus de l'océan, donc c'est des choses qui nous parlent à tous. D'abord, j'ai grandi avec quelques copains qui sont devenus des marins célèbres, donc ça aide un petit peu. Je crois que le premier qui m'a demandé de l'aider, c'était Bilou, qui faisait une mini transat sur un serpentaire pour les anciens qui connaissaient ces petits bateaux. La relation avec la mer et les marins, en fait, elle date de longtemps. D'abord d'une passion personnelle pour la mer et les marins, pour avoir couru un petit peu moi-même. Et mes premiers actes de sponsoring, c'était de financer des bateaux sur lesquels je courais. Et puis on grandit, on vieillit, on travaille plus, et donc on s'intéresse à communiquer au travers de marins un peu plus connus. Et effectivement, aujourd'hui, je me sens tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit sur l'association entre le sport et l'événement territorial. Et donc aujourd'hui, on soutient une manifestation à Douarnenez qui s'appelle le Grand Prix Guyader. On réunit à la fois effectivement des marins connus et leurs merveilleuses machines, qu'ils soient monocoques ou multicoques. Également des bateaux beaucoup plus petits, qui sont des dragons, mais qui ont un niveau de compétition également très élevé. Et on associe ça également avec tout le côté travail du bois, du port-rue à Douarnenez. Donc, puis pour une entreprise, je crois qu'en étant en Bretagne, et nous en plus, on signe nos produits de l'esprit de la mer, donc c'est bien les mots. Ce qui compte, c'est de les démontrer, et on le démontre un peu de cette façon. Et également en ayant une entreprise sur une île, sur l'île de Groix. Donc c'est une autre aventure aussi très proche de la mer et des marins, mais pas les marins qui naviguent avec des voiles, ceux qui vont tous les matins, même quand il fait pas beau, pêcher du poisson. Donc je me sens évidemment très proche de ce milieu-là, en tant que breton et en tant que chef d'entreprise. Alors, ça c'est pour la dimension un petit peu image de la mer que tu peux véhiculer. Maintenant, tu as tes sponsors. Est-ce que, en termes de communication pour ton entreprise, le sponsoring t'a été profitable? On mesure les choses autrement qu'avec de l'argent, j'ai envie de dire. Donc,
il y a un marin célèbre également, comme Michel, qui est arrivé d'une grande course il n'y a pas longtemps, et à qui on demandait pourquoi, quels étaient les critères de succès de sa victoire. Et il disait passion, rigueur et travail. Finalement, c'est presque la définition d'une entreprise. Mais ça commence toujours par passion. Et ce qui m'a toujours attiré dans le sponsoring, et comme beaucoup de chefs d'entreprise, c'est la passion qu'on y met et la passion qu'on partage avec des marins. Donc, et ça se transmet dans l'ensemble d'une entreprise, parce qu'on pense toujours communication, les articles dans la presse, mais il n'y a pas que ça. Quand on soutient un marin sur une course, sur une saison, on fait aussi participer tous les gens de l'entreprise. Et ça, le retour, je ne sais pas le mesurer. C'est le sourire des gens quand ils arrivent le matin. Il faut demander, tiens, il a gagné 2 places, ou au contraire, un petit peu déçu, il en a perdu 3. Quoi. Donc, en fait, le choix de communiquer au travers de la mer, c'est surtout l'adéquation qu'on a entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs qui sont véhiculées par les marins. Moi, je ne sais pas très bien le mesurer, j'avoue que je ne me pose pas toujours cette question-là de cette façon-là. Bon, c'est vrai que quand plus les budgets augmentent, plus on a effectivement besoin d'avoir une certaine mesure. Mais ce qui nous a fait effectivement aussi choisir plutôt le soutien d'un événement, ça a été que pour inviter des clients, c'est une chose qui est un peu plus facile. Le problème d'une course, c'est quand on soutient simplement une course, ça dure un temps relativement court, ils vont de plus en plus vite en plus, donc ça devient très compliqué. C'est la faute de Michel. Alors Michel, on a eu l'avis du sponsor. Maintenant, je vais me tourner vers le sponsorisé, forcément. Est-ce que toi, effectivement, je pense que pendant le sprint que vous avez fait là, au milieu de l'Atlantique, vous n'avez pas forcément le temps de penser à tous les gens qui vous regardent, je ne sais pas. Un petit peu quand même. Un tout petit peu, parce qu'en plus à bord de Foncière, moi j'étais médiaman, donc je suis responsable de transmettre des images vers la terre, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos. On devait envoyer 5 photos par jour et 1 minute 30 d'images. Donc c'est un sacré boulot, mine de rien. On n'est pas formé pour, on peut avoir cette sensibilité-là. Moi je force un petit peu mon talent là-dessus. Et donc il faut prendre des photos, il faut faire des choses intéressantes. Après il faut les transformer sur l'ordinateur, les monter quand c'est des images vidéo pour envoyer de l'image qui est utile. Et puis du coup, c'est se dire comment est-ce que je transfère tout ce que je vois, tout ce que je fais, qui pour certaines choses me paraissent naturelles, comment je transfère tout ça à terre. Et ma foi, c'est un jeu, voilà, on se prend au jeu aussi, parce que comme tout le reste qu'on fait à bord, on essaye d'être efficace, là aussi. Et c'est assez marrant à faire, mais c'est très dur parce que là, effectivement on va très vite et les bateaux sont très exigeants, donc déjà c'est pas facile. J'ai même eu mal de mer au bout d'une demi-heure de montage, je commençais à avoir l'écran qui gigotait dans tous les sens, j'étais donné à manger aux poissons. Ça c'est pour aider les poissons qui finiront dans les terrines de Christian. Voilà, faut soutenir toute la filière. Mais ouais, c'est aussi voilà. C'est beaucoup quand même le médiaman sur les bateaux. Non, je pense que c'est un mal nécessaire. Christian est un sponsor passionné, donc c'est assez facile. Il y a des sponsors qui peuvent être un peu plus exigeants et c'est normal parce que les budgets sont non négligeables. Donc il faut qu'il y ait aussi que ce soit donnant-donnant et gagnant-gagnant. À nous marins, certes passionnés par la voile et aussi passionnés par le sport, d'intégrer le fait que il faut qu'il y ait un retour qui ne soit pas que de faire des belles phrases ou d'avoir les yeux tout pétillants à l'arrivée de nos courses, mais aussi voilà, faire vivre cette course de l'intérieur. Alors vous parliez de budget, tu parlais de budget tout à l'heure, c'est l'une des réflexions qui t'a amené à réfléchir sur un nouveau projet, et on est le projet Océan 50. Un constat sportif, que entre le Figaro et le 60 pieds, il y avait une place à prendre, et puis cette dimension budgétaire, parce que visiblement, en tant que marin, vous êtes confronté de plus en plus à des recherches compliquées de sponsoring. Je crois que l'aspect budgétaire pour moi est un des éléments, mais pas celui sur le dessus. Je crois que ça a toujours été difficile de trouver des sous et d'en gagner. C'est pas aux gens qui sont là autour de moi que je vais apprendre ça.
il n'y a pas de raison que le sport voile sponsorisé soit en dehors de cette logique-là. Je crois qu'il y a une logique économique, tant mieux, il faut que les sponsors s'y retrouvent, il faut que les marins s'y retrouvent, il faut que le grand public s'y retrouve, que les collectivités s'y retrouvent aussi. Que les collectivités s'y retrouvent, que les médias puissent avoir ce qu'il faut pour travailler, pour relayer toute cette information-là. L'aspect économique est un des aspects de ce grand périmètre. Je pense que c'est pas forcément celui qui est sur le dessus. Alors par rapport à ça, donc, vous réfléchissez et vous avez une opportunité de proposer en tout cas un nouveau bateau, une nouvelle classe, comme on dit en voile, qui serait, à votre avis, correspondrait, en tout cas plus certaines personnes ici, et qui comblerait un vide. Voilà, alors en fait c'est une réflexion qui est assez ancienne, qui date de fin 2005, d'Yvan Griboval, qui est aussi connu comme étant l'organisateur du Trophée Clairefontaine, donc une opération vraiment de promotion de la voile spectacle et de promotion des skippers, qui a eu l'idée en 2005 de se dire, voilà, il y a les bateaux du Vendée Globe, c'est des gros bateaux, c'est compliqué, ça coûte cher effectivement, c'est très sophistiqué, ça demande des marins très expérimentés pour s'en occuper, et puis l'étape en dessous, c'est les Figaro, c'est la solitaire de Figaro qui vient de se terminer il y a quelques semaines avec la victoire de Yann Eliès. C'est les bateaux du Tour de France à la voile, mais sur des parcours moins océaniques. Les classes 40 aujourd'hui, donc qui sont des bateaux de 12 mètres, et puis il y a un grand saut immense jusqu'aux 60 pieds IMOCA. Et donc le but du jeu, c'était et dès l'origine, et Jean-Pierre ici présent ne me contredira pas puisqu'il soutient ce projet depuis le début, dès l'origine, c'est de proposer une classe intermédiaire, un échelon intermédiaire dans un escalier de progression de compétences, de progression de complexité, de progression de management aussi, et bien sûr de budget, et de proposer un bateau de taille intermédiaire, donc qui fait 50 pieds, qu'on a essayé. Donc 50 pieds, ça fait en gros 15 mètres. Oui, ça fait 15 mètres, ça fait 3 mètres de moins qu'un 60 pieds que les bateaux du Vendée Globe. Et donc c'est un petit peu plus compliqué que les bateaux plus petits, et un petit peu plus simple que les bateaux plus gros, et accessible. On a essayé de réfléchir à plein de solutions, notamment pour que lors d'opérations de relations publiques, quand on invite des gens à bord, la circulation soit plus facile, que le cockpit soit un peu plus confortable que ce qui était prévu à l'origine. On a essayé d'améliorer et de corriger plusieurs défauts de ce bateau qui était déjà né en 2006. Et on espère proposer ça. On propose ça à des skippers, notamment ceux du centre d'entraînement encadré par Christian Lepape. Et pour le moment, on a des avis très favorables. Ils sont ravis, enchantés de ce nouveau projet parce que justement, les figaristes, principale cible quelque part, en fait, le projet il est vraiment pour ces gens-là qui veulent monter vers le plus haut, mais pas aller trop vite non plus dans leur ascension. Ont montré un réel intérêt et on était assez étonnés d'ailleurs nous-mêmes de se dire tiens, finalement, ce truc-là, ça plaît. Alors, l'un des gros marqueurs de cette classe, c'est la monotypie. Alors, je me tourne vers Christian. Christian, donc, qui est le directeur fondateur de Finistère Course au Large, donc Pôle France. Il y a plusieurs appellations. Enfin, évidemment, tout le monde, les Finistériens disent Finistère Course au Large, c'est normal. Parce que c'est le nom historique aussi. Maintenant, c'est Pôle France. Enfin, peu importe. Christian, toi, en tant qu'entraîneur, tu me disais, une monotypie, c'est intéressant. Parce que ça met une équité dans la dimension sportive de ce sport, parce que tout le monde part au même niveau. Et donc, tu étais assez sensible à cette dimension monotype de ce que propose aujourd'hui Michel avec la classe Océan 50. Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Par rapport aussi au pôle Finistère Course au Large, c'est vrai que c'est un double label en fait. C'est un label sportif et un label territorial. Donc je pense que c'est aussi important on parlait tout à l'heure, c'est important aussi de remettre en fait le dispositif dans ce contexte, double contexte sportif et territorial. Et donc par rapport à la monotypie, c'est la question. C'est vrai qu'on parle aussi de passion, d'intérêt. Nous en fait notre objectif c'est de la performance au plus haut niveau. Mais par contre la valeur de la structure depuis 20 ans, c'est d'apporter aussi, en termes d'échange et de communication, un plus. Et c'est surtout basé entre les comparatifs. Donc, un monotype permet de faire plus de comparatifs que sur un prototype, parce que justement, il y a des écarts entre les bateaux. Alors que là, c'est vraiment la valeur humaine qui fait la différence. Et donc, cette valeur sportive
pour nous est essentiel. Donc c'est vrai qu'un monotype, et ça commence à se développer d'ailleurs dans le milieu, hein, donc on le voit aussi, donc il y a un monotype, le mode 70 donc est passé au monotype. Sur la Volvo Ocean Race, ce sera aussi un monotype. Le Figaro, c'est déjà un monotype. Donc c'est vrai que la transmission de la dimension sportive est peut-être plus forte sur ce type d'embarcation que sur un prototype. Donc après, bien sûr, chaque dimension a ses intérêts, ils sont différents, mais ils sont sûrement complémentaires. Alors je poserais juste une petite question à Michel. Le monotype, c'est pas un choix par défaut? Non, pour moi, c'est pas un défaut. Non, un choix par défaut. J'ai bien compris, mais c'est pas un défaut non plus. Ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que pour moi, c'est une étape intermédiaire vers le très haut niveau et vers la complexité que sont les 60 pieds Moka, qui eux ne sont pas monotypes, même si quelques-uns veulent en faire des monotypes. Un marin, quelque part, c'est quelqu'un qui se retrouve, c'est pas juste un sportif. C'est pas juste un gars qui regarde les risées, qui regarde les concurrents et qui borde ses voiles. C'est aussi quelqu'un qui doit sentir son bateau, qui doit sentir la technologie qu'il a sur les pieds. Et donc, pour moi, et on est quelques-uns à être d'accord, notamment un de mes anciens sponsors, le patron de PRB, voilà, le meilleur marin, c'est celui qui est capable de concevoir son part. Qui fait tout, bien sûr. Il participe à la conception, il aide à construire son bateau, il le développe, il l'optimise, il sait s'en servir, il en connaît les limites. Il sait regarder les risées, il sait tirer des bords, il sait regarder la météo, il sait tout faire. Et c'est un sport qui est excessivement complet, c'est plus qu'un sport d'ailleurs, je trouve que c'est une activité passionnante qui fait que moi ça fait 25 ans que je fais que ça et je continue d'apprendre des choses tous les jours et je ne m'ennuie vraiment pas, justement grâce à cette diversité. Et c'est vrai qu'en plus ici au milieu des tonnerres de Brest, quand on voit toute l'histoire maritime, tout le patrimoine, quelque part nous on est les enfants de toute cette évolution-là. Et c'est pas avec la monotypie qu'on aurait eu cette évolution-là, parce que la monotypie elle fige l'état de l'art à un instant donné. Alors par contre la monotypie elle a d'autres avantages, c'est qu'effectivement ça permet à un sportif de se dire j'ai le même outil que celui d'à côté, donc ça va beaucoup travailler les sportifs, mais tout l'aspect technologique il est verrouillé à un instant donné. Par contre, ça a des avantages économiques, et c'est là où on rejoint certains intérêts des sponsors ou des investisseurs, de se dire quand j'achète un bateau de cette catégorie-là qui coûte quand même un petit peu d'argent, si le circuit fonctionne bien et si les bateaux sont bien faits, et c'est pour ça qu'on travaille fort, ce bateau-là il va avoir une durée de vie de performance longue. Les Figaro d'aujourd'hui ils en sont à la 9e année déjà, et ceux d'avant avaient duré 12 ans également. Voilà, c'est pas juste un joli bateau de course, c'est pas une machine très sophistiquée forcément, c'est aussi un investissement. Et dans la réflexion qu'on a eue sur le concept général de ces bateaux-là, on s'est dit comment on peut rassurer l'investisseur, donc en termes quasiment financiers, et comment on peut faire en sorte que le bateau travaille le plus possible. Or, souvent, moi j'entends, ça m'énerve d'ailleurs beaucoup, un bateau ça coûte cher quand on navigue. Et regardez le nombre de bateaux ventouses qu'il y a dans les ports, c'est dommage parce qu'ils coûtent cher, parce qu'ils naviguent pas, parce qu'ils servent à rien. C'est-à-dire que c'est un investissement qui est inutile. Autant mettre ses dollars sous son matelas et ça. Ils ne sont visibles que quand ils naviguent. Alors ce qui est génial justement pendant ces 4 jours, c'est qu'il n'y a pas seulement le patrimoine qui navigue, mais il y a aussi tout le port du Moulin Blanc qui se vide parce que tout le monde enfin veut aller faire du bateau et aller voir tout ce qui se passe. Et donc moi j'ai quasiment jamais vu autant de place libre au Moulin Blanc en ce moment, place vide dans la journée, c'est génial pour ça. Et donc ces bateaux-là, voilà, on a essayé de les faire travailler. Et comment on peut les faire travailler? C'est en les faisant naviguer le plus possible, en les faisant courir le plus possible, parce que c'est quand même des bateaux pour faire de la course. Et donc on a décliné derrière cette idée-là tout un tas de systèmes de réglementation. Notamment les bateaux seront livrés peints en blanc, ils n'auront pas le droit d'être décorés. On en reviendra un peu plus tard, tout à l'heure sur la technique. Mais c'est vraiment cet objectif-là, de faire naviguer ces bateaux-là le plus possible pour qu'ils travaillent, pour que l'investisseur soit content, pour que le sportif soit content, et pour que tout le monde, et bien évidemment que les sponsors aient des belles vitrines et des belles bagarres. Alors moi je vais me retourner vers Jean-Pierre Champion. Je vais revenir à la monotypie, mais sur le plan sportif. Vous, en tant que président de la Fédération française de voile, vous êtes tributaire, enfin vous êtes l'autorité sportive, c'est vous notamment qui décernez des titres. Et en quoi la dimension monotype vous intéresse en tant que président d'une fédération sportive? Je vais d'abord revenir sur l'intervention de Michel pour compléter sur un point. Si nous, on s'est intéressé à ce nouveau concept de bateau océanique de 50 pieds
dès sa conception et dès son origine. C'est parce qu'on estimait, à l'époque, on l'estime encore plus maintenant, qu'un bien précieux de la voile française, qui est la course en solitaire et la filière de la course en solitaire en France, est en danger si on n'a pas cette étape intermédiaire. Parce qu'aujourd'hui, on commence là et on vient vers la course au large et la course océanique de plusieurs façons. On peut venir d'abord en apprenant la voile, en faisant de la voile olympique, donc c'est sur des dériveurs. La France Espoir, on va éventuellement plus loin en équipe de France, et puis on peut faire ensuite notre choix, on l'a vu avec Goddard dans la dernière solitaire. Et puis on peut venir par la filière de la mini transat, qui est plus maritime, qui est moins technique, et puis on a l'appel du large. Tout le monde se retrouve sur la grande classe de niveau sportif, et puis finalement en nombre, qui est la classe Figaro Veneto 2. Ça, c'est tout. Mais après, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que les meilleurs skippers et les meilleurs marins qui naviguent pendant quelques années, voire de longues années sur cette classe, ont un jour et l'envie et la nécessité d'aller au-delà et de faire autre chose. Et c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, le gap est trop important entre le Figaro, comme l'a dit Michel, et l'IMOCA 60 pieds, à la fois sur le plan budgétaire, mais tout aussi sur le plan technique. Parce que sur le plan technique, c'est pas la même chose, car on passe notamment d'un monotype aujourd'hui à un bateau open, et que c'est pas le même jeu. Et il y a la classe 40 quand même qui existe. Donc on espérait qu'elle est peut-être... La classe 40, quand elle est née, c'était une classe de propriétaires, de gentleman driver, donc de propriétaires, d'amateurs éclairés, qui se sont fait des bateaux pour aller traverser l'Atlantique un peu entre eux en course, et pour le plaisir et pour s'amuser, ce qui est tout à fait respectable. Depuis, comme il n'y avait rien, un certain nombre de très bons skippers, on va dire de professionnels, sont intéressés à cette classe. Mais ils sont intéressés à cette classe, personnellement, je pense, par défaut. Parce qu'on n'avait pas organisé la filière avec l'étape intermédiaire. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est justement cette étape intermédiaire. Et qu'aurait aussi le grand bonheur d'avoir un autre point positif. C'est qu'avec l'IMOCA et sa cherté, si je puis dire, il y a une catégorie d'entreprises qu'on ne voit plus dans la voile, en tant que partenaire et en tant que sponsor. Elles sont notamment une certaine taille de PME qui ont fait les beaux jours de l'IMOCA et du Vendée Globe à ses débuts et qui aujourd'hui disparaissent petit à petit de l'IMOCA et du Vendée Globe. Et ça, c'est quand même extrêmement dommage parce qu'on se prive de l'apport économique de ces entreprises et de l'apport médiatique. Parce que plus on a d'entreprises qui communiquent autour de la voile, plus on communique globalement autour de la voile. Là, je crois qu'on a un représentant, Christian, là, qui va pouvoir en parler, parce que, effectivement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure au téléphone, c'est que, quelque part, il n'y avait pas de classe adaptée, de bateaux adaptés à des PME, des grosses PME, on peut dire, comme la tienne, comme d'autres, qui font aussi quand même le dynamisme économique d'un territoire. Je crois que ça vient d'être dit, effectivement, je commence à faire partie de cette classe des moyennes entreprises, on ne sait pas très bien ce que c'est, au-dessus de 250 salariés, paraît-il. Mais donc, effectivement, et j'ai vécu ce que vous venez de dire à l'instant, à notre grand regret, je crois, nous, plutôt hommes de PME, de voir que les budgets devenant trop importants, ça devenait quasi déraisonnable pour une PME d'accompagner durablement un marin sur 15-5 ans, qui est la durée normale d'un programme. Donc on a vu, et vous l'avez dit, des très belles PME se désengager. Essayer de se rabattre sur des catégories qui n'ont pas été évidentes. On a cité la classe 40, je l'ai connue à ses débuts, première réunion chez Patrice Carpentier, et la définition de gentleman driver, c'était tout à fait ça. Et puis effectivement, les bateaux se sont sophistiqués, et on a vu un ou deux bateaux gagner et les autres obsolètes. Et ça, pour un sponsor, c'est quand même un vrai problème, la pérennité de son investissement. Et je reviens sur la notion de monotype. Autre contre-exemple, c'est la classe 50 en multicoque, qui était à son début, aurait pu être quelque chose de très très bien aussi pour les PME, mais ils n'ont pas fait le choix, à mon avis à tort, de la monotypie. Sur une classe intermédiaire, c'était intéressant. Donc je crois qu'on partage tous ce point de vue que cette nouvelle classe 50 comble un vide très important. Le saut d'ailleurs Figaro, classe 40, n'est pas évident. En termes de communication, ça ne change pas grand-chose pour l'entreprise. Là, c'est une possibilité effectivement pour des entreprises de taille moyenne d'accéder à des courses réellement médiatiques à un niveau national, international. Quand on parle de la Vélux, quand on parle de la route du Rhum, c'est quand même des supports médiatiques extrêmement intéressants. Donc je pense qu'effectivement, le choix du monotype est le bon choix. Et voilà, je ne peux que... En fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que
l'intérêt de ce type de classe, c'est que c'est quand même plus attractif d'emmener des gens à un départ de Route du Rhum ou peut-être à un départ de Velux qu'à une course locale. Et qu'effectivement, pour une PME qui a besoin quand même d'asseoir sa notoriété et d'asseoir son statut, c'est intéressant de pouvoir amener ses clients, ses salariés à un départ qui quand même a une très forte départ d'une course qui a une très forte notoriété. Donc le besoin effectivement d'un programme, c'est-à-dire qui dit bateau dit aussi programme, dans lequel effectivement l'entreprise peut organiser son propre jeu par rapport au fait qu'il est sponsor d'un bateau. Ouais, enfin, je crois que Michel l'a dit, il y a pensé à la conception du bateau, parce qu'effectivement, enfin, il y a les courses, mais il y a tout ce qu'on peut faire. De faire monter un client sur un bateau qui marche à 25 nœuds, je veux dire, c'est toujours passionnant. Hein, donc, il ne faut pas non plus négliger cette utilisation des bateaux. Il y a le départ des courses, mais il n'y a pas que ça. J'ai perdu ce que je voulais dire, mais... Ça va revenir. Non, mais par rapport à ce que tu disais... Le besoin d'avoir un programme... Oui, le programme est essentiel. Non, mais le programme est essentiel. Il y a quelques courses, et vous l'avez dit également, c'est très difficile de parler avec vous, parce que tout ce que vous dites est très juste. Donc, en Angleterre, on passionne les foules pour des courses en équipage, autour de 3 bouées. Il suffit d'aller dans Solent pour voir la passion des gens pour des courses qui ne soulèvent pas les foules en France. En France, ce qui attire, c'est les grandes transatlantiques, c'est les courses en solitaire, c'est les courses en dos, quoi. Donc d'avoir un bateau qui correspond à ce programme, c'est, du moins je l'espère, une garantie d'aller vers un programme complet, intéressant pour une PME en termes là véritablement de communication. Et ce que je te dis au téléphone, c'est effectivement ça, c'est le support, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait le programme qui aille avec. Et si il y a un défi, je pense, à relever pour Michel et tous les gens qui travaillent autour de ce projet, c'est également le programme, parce qu'on a vu des classes où le support était très beau, ne pas aller très loin à cause du programme. Alors, je vais me tourner vers la collectivité locale parce que je vais me tourner en premier vers la conseillère générale et après je me tournerai vers la présidente de notre Finistère. Alors vous, Nathalie, en tant que conseillère générale, qui dit programme dit départ de course, qui dit départ de course dit port. Par rapport à la collectivité, quel intérêt on peut avoir à faire démarrer des courses de dimension nationale ou internationale ? Il n'y a quand même pas mal d'argent qui sont mis dans ces courses, dans ces fêtes. Quel intérêt pour la collectivité ? Mais nous, on part sur la nécessité d'un développement territorial et de l'image d'un département comme le Finistère. Le Finistère a tous les atouts pour devenir encore un département encore plus maritime. On a les pôles France. On a Nautisme en Finistère qui a travaillé sur la voile scolaire et sur le fait d'amener les jeunes Finistériens à se lancer dans de la voile. On a les meilleurs skippers du monde, on a les plus grands marins du monde et on n'arrive pas à... C'est vrai, on a les plus grands marins du monde et on n'arrive pas à aller au-delà de ça parce que c'est vrai que je pense pour ma part qu'il nous manque effectivement cette notion de course. Mais plus que la notion de course, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a des grands skippers, qu'on a des beaux bateaux, qu'on a un beau centre d'entraînement et malheureusement, on n'arrive pas à véhiculer l'image de nos entreprises finistériennes parce que justement, il y a ce blocage qui fait que au jour d'aujourd'hui, quand je vois tout simplement l'IMOCA et le Vendée Globe qui va démarrer au mois de novembre, on doit avoir une entreprise finistérienne qui prend les choses et qui sponsorise un bateau. Mais moi je pense qu'avec le projet 50 Océans, on va pouvoir mettre les entreprises finistériennes au cœur du dispositif. Et je pense que les entreprises finistériennes, elles ont aussi peut-être envie de ça. Quand on travaille sur la marque du Finistère, sur Tout commence en Finistère, quand on a des ambassadeurs, des entreprises finistériennes qui se lancent dans cette démarche finistérienne, on se dit que finalement, sur la question nautique, il ne manque pas grand-chose pour que nos entreprises puissent se dire, oui, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai la possibilité de véhiculer l'image du Finistère et l'image de l'entreprise à partir d'une course en voile. Donc moi, c'est quelque chose qui évidemment m'interpelle, m'intéresse.
Après, je ne suis que conseillère générale de Fouesnant. Je ne fais que gérer un petit port qui s'appelle Port-la-Forêt, qui n'est pas un grand port de départ de course. Il faut être très clair, hein. Il faut savoir aussi dans quelle catégorie on joue. Mais je sais qu'il y a d'autres villes finistériennes qui ont la capacité de faire ça. Quand je vois la New York-Brest, voilà, je trouve ça génial. Voilà. Quand je vois l'arrivée de Banque Populaire, l'année dernière, enfin début de cette année, c'est magnifique. Donc voilà, maintenant c'est tous ensemble qu'on va construire quelque chose et pouvoir avancer à quelque chose. Alors la conseillère générale dit, il manque un bout dans la chaîne, c'est une grande course au départ du Finistère. Ben ça serait bien, ouais, mais bon, dans le même temps, c'est pas moi qui décide. Bon. Alors on va se tourner vers les représentants. Qui veut répondre? Parce que forcément, on va se tourner vers Brest, parce que quand on pense départ de course, Brest, je pense que c'est qui veut me répondre? Toi ou Jean-Claude? Est-ce que au niveau parce que Brest, quand même, il se passe des choses à Brest. C'est la ville des Tours du Monde, c'est la ville des tonnerres de Brest, ça a été l'Istanbul Opera Rail, ça a été, il y a quand même pas mal de choses. Alors, est-ce que dans la réflexion que vous pouvez avoir au niveau de Brest, il vous manque le départ d'une grande course internationale? Oui, il manque en même temps, je peux pas dire ça pour Michel, puisqu'on a une grande course internationale qui est arrivée. Oui, c'est arrivé, c'est pas un départ. Elle partira en 2014. Elle partira en 2014. Non, mais évidemment que oui, aussi sur l'ensemble d'une dimension territoriale. Brest aujourd'hui, on a depuis donc 2008, avec la création de Brest Événements Nautiques, voulu avancer, travailler sur ces questions. Pour la promotion du territoire, avec tout ce qu'on peut essayer de travailler l'excellence autour du nautisme, autour du maritime, et promouvoir l'image de la ville de Brest à travers avec Port-la-Forêt et le port de Brest qui évidemment est favorable à travailler la question d'un départ, de course, etc. et au moins d'accord d'y réfléchir et d'y travailler. Parce que là, je me retourne vers Nathalie, alors là, la présidente de Nautisme en Finistère. Ce que tu disais, c'est quand même l'importance de la dynamique course au large dans le Finistère, oui. Et de tous les faits d'entraînement qu'elle peut apporter. Alors effectivement, en termes d'image du département, et Christian me disait tout à l'heure, il est en contact avec il était au Brésil, et il me disait que même les Brésiliens, quand ils voient les photos de notre beau département, ils en rêvent. Il te demandait même pourquoi tu allais au Brésil d'ailleurs, parce qu'en fait effectivement on n'est pas trop mal ici, donc en termes d'image, et c'est aussi le travail de la marque qui est fait par le conseil général, mais aussi tout le dynamisme économique qui est autour de cette filière, au large, des transferts de compétences qui existent, des entreprises qui travaillent dans la voile et qui vont ailleurs. Donc en quoi pour le département, l'intérêt au-delà du phénomène sportif, l'intérêt pour le développement économique du département de ce soutien à la course au large? Quand on a commencé à travailler sur la marque, tout commençant au Finistère, on avait fait un diagnostic en demandant aux Finistériens c'est quoi pour vous le Finistère? Et évidemment, même si on habite à Ouelgoat ou à Carhaix, la première image qui vient pour le Finistère, c'est la mer. Donc là-dessus, c'est un élément incontournable. On est obligé de travailler sur cette notion de maritimité, sur cette notion de nautisme. Après, il y a la mer et la mer. Et c'est vrai que pour nous, avoir une filière, et là pour le coup, Nautisme en Finistère y travaille, avoir une filière économique nautique reconnue, avec la valorisation des métiers, avec la possibilité pour les jeunes de se dire je peux vivre ici dans le département du Finistère et travailler dans un métier lié au nautisme en ne bougeant pas, en restant. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt pour nous. C'est de se dire que c'est une vraie filière économique, c'est des emplois, ce sont des retombées, ce sont des chiffres d'affaires et c'est le développement territorial du Finistère qui y joue. Alors évidemment, on n'est pas dans tout le développement agroalimentaire, parce que le Finistère c'est quand même l'activité économique primaire, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, agriculture, pêche et agroalimentaire. Nous avons aussi notre tourisme, mais la filière nautique n'est pas à négliger, bien au contraire, parce qu'on sait que pour certaines entreprises, c'est une poche.
le côté nautique, ça fait pas la totalité du budget, mais ça participe au développement de l'entreprise. Et puis on a la chance d'avoir des chantiers navals extraordinaires, et puis des gens qui réfléchissent et des gens qui inventent avec l'innovation, la technologie. Et donc tout ça fait que nous avons un potentiel en termes de filière nautique, filière économique nautique qui est extrêmement important. On a lancé là une étude sur les retombées nautiques, c'est quoi le nautisme dans le Finistère en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires. Donc on a lancé l'étude il y a quelques jours avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, parce qu'on a également besoin de savoir tout ça, d'observer notre territoire et de savoir combien la filière nautique, on sait que c'est quelque chose, mais on n'a pas de chiffres. Et là, on veut avoir des chiffres. Donc c'est pas que des petits joujoux pour des gens passionnés. C'est pas que des petits joujoux pour des gens passionnés. Voilà. Et Christian, tu dis la même chose. Encore une fois, je reviens à mon jardin au sud de l'océan, donc tout est là. Et puis à l'art de vivre en Bretagne, Michel disait, je fais pas que ça, naviguer, il vit. Et on vit en Bretagne, et je te disais au téléphone, nous en termes de recrutement, notre chance c'est d'avoir la mer, je veux dire, parce qu'il faut être un peu fou pour venir jusqu'à là quand on vient de Paris. Mais on recrute des gens qui sont bardés de diplômes, qui font des sacrifices de salaire pour venir bosser chez nous. Pourquoi ils le font? Parce qu'on est bien ici d'une part, et puis parce qu'on a la mer, et puis parce qu'il y en a un tiers qui sont passionnés de bateau, tout simplement. Bon, donc ces notions de filière, ils mangent aussi les marins, donc il faut bien qu'on les nourrisse un peu. Moi j'ai toujours été un peu un anti-filière, parce que je me sens breton, je me sens et couper les métiers, j'ai jamais très bien compris. Les pêcheurs avaient l'impression que le marailleur c'était la fin de la filière. Moi j'achète du poisson, et avec les marins c'est un peu pareil. Quand on s'appelle pour se dire tiens donne-moi un coup de main, on vient tout simplement, dans un sens comme dans l'autre. Donc je crois beaucoup à la fusion entre ces filières, et mettons-nous comme on le fait là. Alors ça n'arrête pas. Alors il y a déjà des réponses, on a déjà répondu à certaines questions, mais il y a une question très précise, et on revient sur ce différentiel, on va revenir un peu au projet de Michel, ce différentiel entre le classe 40 et le classe 50, et il y a un skipper qui pose la question, quel est le plus du 50, de l'océan 50, pour un skipper professionnel par rapport à un classe 40? Alors, il y a un petit peu répondu en disant que déjà, effectivement, c'est une classe monotype. Il y a quand même une histoire, c'est un projet qui a déjà été réfléchi depuis quelques années, déjà quand même. Il y a une reprise par quelqu'un qui sait à peu près ce que c'est qu'un bateau de course, c'est Mer Agilité, dirigé par Michel Desjoyaux. C'est aussi un plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ouais, quand même. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Je crois qu'on va revenir vite fait, puis après on va repartir des choses un petit peu plus romantiques. Aujourd'hui, le cœur de cible des bateaux de plaisance, c'est 40 pieds. Donc quand vous venez avec un Figaro, avec un 40 pieds dans un port de plaisance, vous passez complètement inaperçu. C'est un bateau de la même taille. Bon, s'il n'y avait pas de décoration dessus, personne ne le verrait. Quand vous avez un 50 pieds, c'est déjà un petit gros bateau. Donc c'est un peu plus impressionnant. Donc vous arrivez à attirer les gens vers ça. Il y a un peu plus de place à bord, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc pour un skipper professionnel, lui, il a envie d'un outil pour s'amuser, bien sûr, mais aussi d'un outil de communication pour trouver des sponsors. Et donc pour vivre de sa passion, et puis tant qu'à faire, essayer de la transmettre. Plus technologiquement, ce qu'on a essayé de faire avec ce bateau-là, c'est que ce soit vraiment un bateau intermédiaire. Donc un IMOCA, il y a une quille qui bouge, il y a 2 dérives, il y a une dizaine de voiles à bord, c'est full option parce qu'on peut faire plein de choses. Un classe 40 ou même un Figaro, c'est une quille fixe, il y a 2 safrans mais il n'y a pas de dérive, il y a peu de voiles à bord. Bon ben voilà, on est en intermédiaire entre ça. Il y a une quille qui bouge qui est monotype, il y a des dérives qui sont monotypes, il y a des voiles qui sont monotypes, mais il y en a déjà 8, donc c'est un intermédiaire entre les 4, 5, 6 voiles d'un classe 40 ou d'un Figaro et les 10 voiles d'un IMOCA. Quelque part, tout ça, voilà, c'est quelques échelons de plus pour que le saut ne soit pas trop grand et que tout le monde s'y retrouve. Mais forcément, c'est moins cher que le très compliqué et c'est un peu plus cher que le un peu plus petit. Alors, en même temps, ce qui est compliqué, et c'est d'ailleurs les gens qui sont sur Twitter sont très perspicaces, qui dit classe dit circuit. Christian en a parlé tout à l'heure, pour une PME, pour un sponsor, ça veut dire un circuit, ça veut dire un centre de course organisé. On sait aussi que l'expérience montre, enfin l'histoire montre qu'une classe
elle vit aussi parce qu'elle a une grande course, mais qu'il y a aussi autre chose derrière. Alors le programme sportif autour de cette place 50, il s'articulerait à partir de quoi? Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on essaye de démarrer avec ces bateaux-là au bénéfice des skippers et de leurs futurs sponsors, c'est d'avoir quelque chose qui soit attractif. Maintenant, nous on l'a vu par exemple avec les modes 70, on est dans le Finistère, on est en Bretagne, ça tombe bien, il y a plein de kilomètres de côte tout au long et il y a plein d'épreuves. Donc nous, avec Foncia, on a démarré tout le début de la saison qui nous a servi nous d'entraînement pour après être à l'aise pour une traversée de l'Atlantique à l'occasion de la Chris Ocean Race. Et on a fait toutes les régates qui sont ici, donc l'Armain Race, on est venu faire naviguer proche du format Figaro, c'est des étapes qui feraient 3 semaines de mer à peu près, qui était le format de Ronde de l'Aune historiquement connu. Et ça c'est une course qui intéresse beaucoup les sportifs et on peut imaginer que des sponsors puissent avoir, à travers une vision internationale, des ambitions internationales, un potentiel génial pour faire vivre une course au large qui impressionne les collaborateurs d'une entreprise, qui impressionne tous les clients et tous les terriens, sans que ce soit péjoratif dans mon propos. Et donc on espère faire quelque chose avec la Velux, qui a eu des bruits à un moment que la Velux puisse partir ou arriver à Brest. C'est donc Robin Knox-Johnson, Sir Robin Knox-Johnson, donc le vainqueur du Golden Globe, la course autour du monde en solitaire sans escale historique, qui est aujourd'hui l'organisateur, l'ayant droit de la Velux. Et on s'est approché de lui, et on continue de le voir, on continue de travailler, parce qu'effectivement il faut qu'on ait un gros événement phare pour tracter tout le système. Et justement ce qu'on aimerait réussir à faire, c'est d'avoir 8 clients plus une course avec une communauté d'intérêt, d'engagement. C'est-à-dire qu'en fait l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire que nous on ne va pas construire des bateaux pour faire un bateau, pour trouver un client qui va être très content de son bateau et qui n'aura pas de course derrière. On sait très bien que ça ne fonctionnera pas, et il faut qu'on arrive à mettre tout le monde dans la boucle ensemble, au bénéfice justement de cette filière, de cette progression et de tout le travail qui est fait dans le département et dans la région. Donc un programme, pour toi, ça commence par une grande course qui tire le reste, comme le Vendée Globe a pu le faire avec les 60 pieds. Tout à fait, tout à fait. Alors on le voit aujourd'hui avec les modes 70, c'est compliqué parce que quand on fait des monotypes, comme on a envie, comme moi j'ai vraiment envie que ce soit des vrais monotypes, il faut qu'ils soient tous identiques. C'est ce qu'ils ont réussi à faire avec les modes 70, avec un très gros travail de méthodologie. Donc il faudra attendre que plusieurs bateaux soient construits pour réussir à faire une course. Et pourquoi la Chris Ocean Race ne s'est faite que cette année au mois de juillet? Parce que le bateau numéro 6, le 6e bateau a été mis à l'eau au mois d'avril et qu'on voulait qu'il y ait 6 bateaux pour faire cette course-là. On aurait pu faire une course au mois d'octobre, on était 3 modes 70, ça aurait manqué un peu de peps. Et donc il faudra aussi être capable de laisser du temps au temps pour qu'il y ait suffisamment de bateaux fabriqués pour qu'ils soient ensemble sur la ligne de départ, pour que ça ait une vraie gueule. Moi, faire des courses à 2 bateaux, ça s'appelle du match racing, c'est pour la Coupe de l'Amérique, c'est pas ce qui nous intéresse. Pas aujourd'hui en tout cas. Alors, puisqu'on parle course, on parle sport, je vais retourner vers le président de la Fédération française de voile. On a parlé de championnat de France tout à l'heure de course au large via Figaro. Est-ce que ce type de bateau, celui-là ou l'autre, peut être un support pour un championnat d'Europe ou du monde? Parce qu'on a un peu de mal à identifier la dimension champion. Il y a des sports, il y a le champion du monde d'athlétisme, il y a des recordman du monde du 100 mètres, il y a des recordman du monde du 100 mètres papillon, etc. On a un peu de souci à identifier qui est champion dans ce sport. Alors là, je me tourne vers la personne qui détient l'autorité sportive. Oui, en plus, il est sur la site, ça lui. Oui, c'est vrai, c'est lui. Mais c'était pas facile. Alors, plus sérieusement et plus techniquement, quand même. Techniquement, on va parler de technique. D'une part, il y a 2 championnats de France de course au large, un en solitaire et en équipage, depuis longtemps. Et je sais, vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne les connaissiez pas bien. Je pense que d'autres les connaissent, en tout cas un certain nombre de coureurs, et beaucoup de coureurs les connaissent. La difficulté, bon, je pense un peu aussi quand même. Mais la difficulté, c'est que notre sport est né, notamment dans la course au large, autour de grandes épreuves, ce qu'on appelle dans d'autres sports, mais aussi dans d'autres, des classiques. Et ces classiques sont des épreuves phares qui tirent l'activité. Quand on parle du Figaro, la solitaire du Figaro, Eric Bompard
c'est une classique. Quand on parle du M34 en équipage, le Tour de France à la voile, c'est une classique. Ça existe depuis 1978. Bon, et les autres aussi, on est toujours dans les 30 années quand même d'existence. Quand on est dans la grande course océanique, le Vendée Globe, franchement, quand vous gagnez le Vendée Globe, vous avez tout gagné. Et puis quand on est en équipage, quand vous gagnez la Volvo Oceanrace, vous avez tout gagné. Après ça, faire un championnat du monde, ça n'a de sens que si vous avez suffisamment de nations qui s'engagent, et des skippers de différentes nations. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas dans la course en solitaire. On a une majorité de skippers français, un certain nombre d'étrangers, qui d'ailleurs comprennent assez vite qu'ils ont tout intérêt à venir s'entraîner à Port-la-Forêt s'ils veulent progresser, ce qui montre qu'on a quand même en Finistère quelque chose d'unique au monde. Là, le centre d'entraînement de Port-la, c'est unique au monde, c'est une université de la course au large dont beaucoup ont rêvé et que vous avez fait, que maintenant vous êtes reconnu par la fédération, l'État, etc., avec son appel Pôle France. Et ça veut dire tout simplement que si on n'a pas cette diversité de nationalités, championnat d'Europe ou du monde n'a aucun sens. C'est donc même pas la peine de le faire. On pourra néanmoins dire que les skippers qui gagnent le Vendée Globe sont les meilleurs du monde en course océanique, en solitaire. Mais ce n'est pas un championnat du monde. Alors il y a un championnat du monde en IMOCA, parce que c'est une classe internationale. Très franchement, c'est assez moyen, on va dire. C'est assez moyen parce qu'il n'y a pas de vraie concurrence internationale. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas de vraie. Là, sur la Volvo, quand vous regardez la Volvo, il y avait quand même plus de concurrence. Il n'y avait pas beaucoup de bateaux. Il y en avait que 6. Vous aviez 6 nations. Et historiquement, que ce soit sur la Velux ou que ce soit sur la Volvo, ces deux courses étaient beaucoup plus internationales. Donc voilà, ça c'est la réponse pour les championnats d'Europe. Après ça, faire un championnat de France en IMOCA, ça n'a pas de sens non plus. Donc on n'en fait pas, tout simplement. Ça a du sens s'il y a beaucoup de monde. Alors en Figaro, ça a du sens. Et si on ne le connaît pas plus, c'est que c'est l'épreuve phare qui attire le plus les médias et qui a le plus de notoriété. Et pourquoi pas, il n'y a pas raison de s'en offusquer. Et la même chose pour la course au large en équipage. Et puis après, pour la course au large, en général, et pour les bateaux de Monsieur Tout-le-Monde, pourquoi on ne fait pas de championnat de France? Parce qu'on n'arrive pas à faire courir les bateaux de mer du Nord en Méditerranée, parce qu'on n'arrive pas à faire courir les bateaux de mer du Nord du côté en Aquitaine ou à La Rochelle, parce qu'on n'arrive pas à faire courir les bateaux de l'Atlantique avec les bateaux méditerranéens. Donc là aussi c'est très compliqué. On peut le faire sur des bateaux qui ont les moyens, des circuits qui ont les moyens comme le Figaro, parce qu'on transporte des bateaux, et on les transporte, on les met sur des remorques, sur des camions, on les transporte pour les bateaux classiques et traditionnels, ceux qui remplissent le moulin blanc, mais c'est tout simplement pas possible. Alors c'est pas que c'est physiquement pas possible, c'est que ce serait beaucoup trop onéreux, et ça n'aurait pas suffisamment de sens. Et après ça, il faut quand même repréciser qu'il y a une hiérarchie internationale qui est donnée clairement par la Fédération internationale des SAF, qui dit en voile, il y a 3, qui s'appellent les Pinnacle Events, qui sont 3 événements majeurs, qui sont la Coupe de l'Amérique, la Volvo Oceanrace et les Jeux Olympiques. En France, bien évidemment, on en met un 4e qui est au niveau de la Volvo Oceanrace pour nous, qui est le Vendée Globe, qui est connu au niveau international, mais moins reconnu pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a peu d'étrangers qui courent. Alors après ça, faut-il qu'on crée des choses? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de créer d'autres choses pour l'instant. On a besoin de structurer notre activité, on a besoin de faire ce qu'on vient d'évoquer, j'y reviens pas, sur cette classe intermédiaire, on a besoin d'internationaliser certaines de nos courses en solitaire. Ça se fait un peu en Figaro, on le voit, mais la France a une telle organisation et une telle avance en la matière que c'est évidemment très difficile et pénible pour les autres pays. Alors on voit que les Anglais nous imitent un peu, ce qui est tout à fait agréable d'ailleurs, avec une société privée qui s'appelle Artemis, et ils ont créé un groupe qui s'entraide, beaucoup en France et un peu chez eux, et cette fois ils ont compris qu'il leur faudrait du temps pour arriver au niveau des skippers français. Et c'est normal, comme dans d'autres disciplines, on peut mettre aussi du temps pour arriver à leur niveau. Il faut être humble et modeste quand on prend la mer. Merci. Alors là, je vais me tourner vers Christian, parce que tout ça, ça pose la question de l'internationalisation, en fait, de la reconnaissance internationale. Christian, tu me disais qu'il commence à y avoir d'autres pays qui viennent te voir, qui se posent des questions sur le Figaro, qui se posent des questions sur d'autres classes, et qui se posent la question de venir s'entraîner à Port-la-Forêt. Oui, c'est vrai qu'on peut se permettre d'être chauvin. Un peu partout, tout commence en Finistère, je dirais que tout commence en solitaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'aperçoit, si on regarde sur le mode 70 ou sur les bateaux de la Volvo, il y a beaucoup de coureurs en solitaire. Et donc sur la Volvo, par exemple sur l'équipage de vainqueurs de la Volvo, une dimension internationale reconnue,
il n'y a pas moins de 7 solitaires de haut niveau qui en plus ont réussi justement à fédérer, à échanger pour que ce soit le plus efficace possible. Donc aujourd'hui, c'est possible que le solitaire soit aussi un moyen de continuer à rester les meilleurs marins du monde. Donc je pense que cette approche est intéressante et c'est vrai qu'on a des demandes internationales de skippers qui étaient sur des projets de la Volvo pour essayer de venir faire du solitaire par la forêt. Donc voilà, c'est un élément intéressant. De reconnaissance. Mais au-delà, c'est-à-dire que ce que tu disais quand même, c'était intéressant de croiser les cultures. C'est-à-dire qu'on a la culture française qui est très tournée vers le solitaire, on a la culture anglo-saxonne qui est plus managériale, on va dire, qui est plus équipe. C'est ce que tu me disais tout à l'heure quand tu étais à New York, où effectivement les Américains comprennent un peu moins la dimension solitaire de la course, parce qu'eux, ils sont très management. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce que quand on démarre la voile, on peut être optimiste ou non, en fait, on est tout seul sur son bateau, ce qui donne une certaine ampleur tout de suite à la problématique. Après, on va faire du laser, mais c'est vrai que j'étais l'autre jour à New York reçu par quelques membres, notamment un commodore du New York Yacht Club, et ils connaissent le Vendée Globe, ils connaissent les marins solitaires, parce qu'ils ont supporté les arrivées de Tabarly et de se faire battre par les Frenchies sur ces courses-là. Et puis je leur disais, mais pourquoi vous ne faites pas de course en solitaire ? Il y a par exemple devant New York, il y a Long Island, il y a le Tour de Long Island, donc qui pour eux est une course au large, ou le Newport les Bermudes. Ils commencent à mettre une catégorie double, mais sur 80 bateaux, il y en a 5 qui le font en double. Je dis, il faut aller un petit peu plus loin, et puis on va voir que c'est possible, et puis dans 2 ans, vous introduisez une catégorie en solitaire, et puis ça va y aller petit à petit. Et je me suis dit, mais pourquoi vous ne faites pas de solitaire ? Et là, en face, il y avait une Québécoise, qui est mariée à un des Américains, qui disait, mais ouais, mais c'est normal, ils n'ont pas la culture de l'enjeu en solitaire, ils ont la culture sportive, c'est le sport d'équipe. C'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est le basket, c'est le foot américain, l'autre truc là, le baseball, voilà, merci André. Et voilà, c'est vraiment de l'équipe. Donc quand ils se retrouvent tout seuls sur un bateau, quelque part ils sont perdus, ils n'ont pas cette culture-là. Et donc il faut réussir à l'amener, et ça redémarre au début de la chaîne par les classes de mer, par la voile à l'école, et puis petit à petit, et puis ils vont y arriver, il n'y a pas de raison. Et c'est remarquable d'ailleurs ce qu'ont fait les Anglais, c'est qu'ils se sont dit, si les Français ils y arrivent, on n'est pas plus con qu'eux et on va y arriver. Mais il y a effectivement un peu de boulot, parce que on a pris de l'avance, ça fait juste 40 ans qu'on fait que ça. Alors Christian, un rêve que le pôle Finistère plus large, pôle France, devienne un pôle international. Oui, comment on va faire s'il file tout aux autres? Tout est une question de moyens. C'est vrai que après tout dépendra en fait des aides des différents territoires et de l'État. Donc oui, après évidemment on peut toujours grandir, mais non mais hormis la dimension budgétaire, parce qu'il y a une est-ce que c'est un... Je parle pas de budget forcément, je parlais d'aide au sens global. Non mais lui parlait de reconnaissance internationale de son entraînement. Et même de la dimension, l'intérêt que des sportifs, des marins, se croisent à dans la forêt pour apprendre ensemble. Moi, je trouve que c'est déjà un petit peu, c'est déjà fait. Il y a déjà des marins d'autres pays qui sont venus s'installer à Port-la-Forêt. Donc justement par rapport à cette dimension sportive de brassage en fait de culture, je pense que là on s'est inspiré des cultures et bien évidemment il y a un échange complémentaire gagnant avec gagnant. Je disais Michel tout à l'heure, je pense que Samantha Davis qui aussi depuis presque 10 ans fonctionne avec nous, est vraiment aussi représentative de l'intérêt complémentaire, c'est-à-dire qu'elle a apporté de sa culture et elle s'est installée en Finistère, où son écurie de course aussi apporte, donc bien sûr toujours au sport, mais aussi à l'économie locale. Donc je pense que c'est cet échange qui est très très important à maintenir. Alors ça tweete beaucoup, et je vais devoir poser une question à Patrick Appéré. C'est pas moi, c'est tweet, c'est pas nous. Est-ce qu'il va y avoir un départ d'une grande course à Brest? Ça n'arrête pas. Alors je sais pas s'il y a un lobbying,
Ça arrive. Non, mais on est vraiment sur un travail de veille permanent. Enfin, vous le voyez là, Brest n'existe parce qu'il y a la mer. Et quand Christian Guyader parle de passion, ici c'est ça. Et quand en même temps que c'est votre existence dépend de ça, et que vous en approchez au fur et à mesure que les volontés politiques s'expriment, je crois que, par exemple, la naissance du port du château, vous voyez bien ce que ça donne. Ça donne des envies terribles. Ça donne l'envie d'être beaucoup plus gourmand sur ces questions et donc de regarder de près ce qui permet effectivement de faire de Brest un endroit de départ de course au large. Alors, on voit bien derrière qu'on est nourri sur l'activité par à la fois tout ce que fait la filière olympique. Ce Breton est à côté de moi, il sait très bien ce qu'apportent tous nos clubs. On voit également ce que ça veut dire l'arrivée d'un record du monde à Brest, enfin une passion populaire tout à fait exceptionnelle. On voit notre fête maritime, on voit ce qu'a apporté là sur les modes 70 cette course-là. On se dit, on a quand même là un lieu tout à fait intéressant et stratégique. Et c'est bien quand tout le Finistère le dit en même temps. Donc je l'ai entendu, c'est bon signe. C'est bon signe parce que c'est vrai qu'en même temps, on fait pas de tennis de table ici. L'idée, c'est de se dire, finalement, réussir à faire exister à la pointe du Finistère une course de haut niveau nécessite à la fois, de façon institutionnelle, que les partenaires soient capables de dire ça nous intéresse et on y va, et que d'autre part, une fois que ce levier est mis en place, derrière on sait bien que nos entreprises, nos chevilles ouvrières de l'économie locale et plus largement de l'économie régionale viennent apporter leur contribution et leur richesse, parce qu'on sait derrière qu'à partir de Brest, on peut effectivement créer à la fois de la passion, mais aussi, bien entendu, et ça me paraît essentiel, une envie pour les mômes qui vont venir, et puis cette passion populaire que tout le monde apprécie. Donc oui, Brest est candidat à faire de la belle course, mais ça ne se fait pas seul, et ça se construit ensemble, et je trouve qu'il y a là des raisons d'espérer, sachant que si l'autre aspect, c'est de se dire qu'il existe aussi déjà des grands événements. Ce qu'on fait avec les IMOCA et du côté de Vendée, c'est quelque chose de remarquable. Pas la peine d'aller faire ce que d'autres font très bien. La route du Rhum, ça existe, c'est quelque chose de bien et tout à fait remarquable. Comment nous, Brest, comment le Finistère, comment cette région Bretagne, elle va chercher d'autres événements qui puissent être complémentaires de ça et qui permettent de faire en sorte que la voile existe ici au meilleur niveau possible. Alors, on va conclure, on a commencé avec une femme, on va conclure avec une femme. Elle est là. Ça sert au moins d'être une femme. Ça sert au moins d'être une femme. Ça sert à... Je te remercie, Patrick. C'est un peu facile. Oui. Tu me la referas. Quand tu veux. Donc, on va finir Brest, conseil général, territoire du Finistère, pour la forêt. Tout ça, ça fait une entité assez cohérente. Je sais que l'axe Brest pour la forêt, ça t'intéresse beaucoup. Oui. C'est une de tes réflexions sur le cas, ta stabilisation du territoire. Oui, nickel. Oui. Ça se concrétiserait comment au niveau de la voile, pour finir? Je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne conclusion. Il faut toujours avoir une conclusion qui permet de donner des perspectives. Voilà. Non, je crois qu'effectivement, l'axe tout à l'heure avec Michel, on disait avant, c'est pas pour rien qu'il y avait le Finistère Nord et le Finistère Sud. Aujourd'hui, il n'y a plus de Finistère Nord, il n'y a plus de Finistère Sud, il n'y a plus qu'un seul Finistère. Et c'est très bien comme c'est. Et donc c'est vrai que faire un axe Port-la-Forêt-Brest, moi ça me plaît bien. Envisager Port-la-Forêt comme la base arrière de Brest, en termes de nautisme et d'événements nautiques, ça me parle bien. Maintenant, il y a beaucoup de travail à faire et c'est vrai que moi j'ai le sentiment à l'issue de cette table ronde que finalement on est tous à peu près du même avis sur cette construction et cette politique. Donc voilà, le côté Yaka Faucon, il n'y a plus qu'à quoi. Donc il n'y a plus qu'à y aller et puis à essayer effectivement avec toutes les contraintes qu'on peut avoir parce qu'il ne faut pas non plus oublier dans la société dans laquelle on vit, on a il y a quand même pas mal de difficultés, c'est difficile en ce moment, donc voilà, il faut faire extrêmement attention.
pour nous, ce qui est important, c'est de montrer voilà, ce qui se passe. Là, vous avez vu, enfin, je sais pas, le ciel bleu, la parfelle de rempli, le tram qui passe au-dessus, en plus, parce que maintenant on a le tram qui passe sur le pont. Voilà, c'est vrai que bah, tout ça est magnifique et on a besoin de continuer et d'espérer et de donner du rêve. Et je crois que si dans le cadre de la voile et du nautisme, eh ben, nos marins peuvent continuer à nous donner du rêve et puis à ce que les gens, les yeux des enfants brillent quand ils vous voient passer sur vos gros bateaux, eh ben, voilà, on aura réussi aussi une partie de ce qu'on cherche, c'est-à-dire rendre la voile nautique, rendre le nautisme accessible à tous et que tout l'enfant finistérien puisse se dire bah, moi aussi je peux. J'ai la capacité je vois et j'ai envie et je veux faire de la course et je veux aussi aller sur un plan d'eau faire des virées et des bras-bords. Voilà. Merci Nathalie, merci à tous. Et puis peut-être rendez-vous dans quelques temps.